Bonjour à tous, aux intervenants d'abord, que je vais présenter très bientôt, et aux internautes qui nous font le plaisir de suivre cette conférence derrière leur écran. Je m'appelle Boris Martin et c'est moi qui aurai la chance d'animer ce débat. Je suis rédacteur en chef de la revue Alternative Humanitaire, qui est partenaire de cette journée internationale des migrants et des migrantes organisée par le Forum. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Alternative Humanitaire est une revue de débat et de recherche sur l'action humanitaire et le développement. Elle existe depuis 2016, donc on va bientôt fêter nos 5 ans, et elle publie 3 numéros par an. Voilà, je vous montre par exemple le numéro de juillet qu'on avait publié. Vous allez pouvoir la découvrir sur le site. Je ne sais pas où exactement, mais je sais qu'il y a des endroits sur le site où vous pouvez trouver des différents onglets pour avoir des informations générales sur la revue, une présentation vidéo de la revue, une offre d'abonnement avec réduction, car c'est Noël avant l'heure, et surtout des éléments de la matière. On avait par exemple organisé une table ronde avec Médecins du Monde sur le thème entre politique répressive et nécessaire solidarité vis-à-vis des migrants. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver cette table ronde sur notre site. Dans l'actualité plus récente, nos 2 derniers numéros, je vous en ai montré un, les 2 derniers numéros sont consacrés précisément aux impacts de la pandémie de la Covid-19 dans le champ humanitaire, et particulièrement le numéro qui vient de paraître, là, toute fin novembre, s'intéresse aux leçons apprises et à ce qui se dessine pour l'avenir, pour les ONG dans le champ humanitaire et le développement. Donc ça fait parfaitement le lien, je dirais, avec la conférence qui s'ouvre maintenant, puisqu'elle s'intitule « Sortie de crise, quelle mobilisation des diasporas pour construire le monde de demain ». C'est une plénière, la dernière de la journée, qui a une dimension fortement prospective. Il s'agit de se projeter sur les enjeux de sortie de crise. Alors évidemment, il sera question de la crise liée à la Covid-19, qui n'en finit pas, nul ne l'ignore, mais on sait que de nombreuses autres crises sanitaires sévissent, ont sévi, ou malheureusement vont sévir dans les pays d'origine et de vie des diasporas. On peut penser à Ebola, on peut penser aux épidémies de choléra récurrentes, par exemple, comme il y en a eu en Haïti, mais comme il y en a régulièrement en Afrique. La drépanocytose, qui est une autre forme de crise sanitaire dont on parlera aussi avec un intervenant. Et si elle provoque évidemment de graves problèmes, ça a été paroxystique avec la Covid-19, on peut aussi se poser la question, en essayant d'être constructif, pas simplement optimiste, mais constructif. Peut-être que ces crises sont aussi le ferment d'opportunités, de facultés de rebond, bref, de résilience, parce que c'est un peu sous le signe de la résilience qu'était cette journée. Donc on va s'intéresser à 3 questions majeures dans ce débat. Les principaux enjeux et défis de sortie des crises sanitaires pour la relance économique et sociale des pays. Ensuite, les réponses apportées par les diasporas à ces situations de sortie de crise sanitaire dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays d'installation. Et enfin, ce qu'il est envisageable de faire pour que les diasporas soient pleinement reconnus comme des acteurs incontournables de ces sorties de crise. Voilà, donc j'en ai assez dit pour le moment et je vais vraiment présenter les 4 intervenants qu'on a pour le moment. On espère que la 5e nous rejoindra, car nous avons 5 intervenants de prévus. Alors,
Pascal Janot-Tucéo n'est pas encore arrivé. En revanche, on a Jaal Repchala de Meritens, qui est coordonnateur humanitaire développement paix au bureau du coordonnateur résident des Nations Unies à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Jaal. Nous avons Jason Gagnon. Vous êtes économiste du développement au Centre de développement de l'OCDE. Je le rappelle, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Nous avons Jacques Ould-Daoudia. Vous êtes chercheur en économie du développement et vice-président de l'ONG franco-marocaine Migration et Développement. Et Christian Blanchard. Vous êtes président de l'ONG Madera, ce qui signifie Mission d'aide au développement des économies rurales en Afghanistan. Mais vous êtes aussi directeur des programmes de l'ONG Asmae Sœur Emmanuel, qui est active dans les domaines de l'éducation et de la protection dans différents pays. Le Burkina Faso, le Liban, l'Égypte, Madagascar ou les Philippines. Pascal Janot-Tucéo n'est toujours pas avec nous. On espère vraiment l'avoir un petit peu plus tard. Merci en tout cas aux 4 intervenants qui sont là bien présents. Et je vous propose de partir pour une petite excursion, une petite croisière en 3 étapes de 30 minutes chacune à peu près. Merci à chaque intervenant de rester dans le temps de 7-8 minutes environ de réponse. Et on va commencer directement par la première question que j'évoquais tout à l'heure. Donc la première question qu'on doit se poser, quels sont les principaux enjeux à moyen terme au moins pour des sorties de crise sanitaire ici et là-bas? C'est-à-dire qu'au-delà des problèmes de déplacement, on l'a bien vu avec la Covid, qu'engendre ce type de crise, on voudrait en savoir plus à ce stade sur les principales difficultés qu'ont pu rencontrer les acteurs, qu'ils soient du secteur formel, informel, du secteur rural ou dans les villes urbaines. Voilà, donc je voulais te poser la première question à Jaal Repchala de Meritens. À partir de votre expérience au sein des Nations Unies au Cameroun, quels éléments caractéristiques des enjeux à l'œuvre en période de crise, de sortie de crise, vous avez pu identifier? Jaal. Merci beaucoup Boris et bonsoir à tous. Pour mieux comprendre les principaux enjeux actuels, je vous invite à revenir en arrière pour un instant. Comment avons-nous globalement abordé la pandémie? Parce que cela va nous éclairer aussi sur l'ampleur des enjeux auxquels on fait face maintenant. Nous avons fait plusieurs erreurs. Premièrement, nous avons considéré trop longtemps Covid-19 comme un risque, c'est-à-dire un événement qui pourrait peut-être se produire, alors que nous ne pouvions pas être plus proches de la certitude de l'avenir. Et cela nous a entraîné ensuite à courir derrière la pandémie en nous concentrant sur certains aspects et pas sur d'autres. Deuxièmement, nous n'avons pas considéré l'ensemble des moteurs de risque et des conséquences multiples et nous sommes passés à côté de synergies négatives. Ce sont des synergies qui se sont renforcées mutuellement tout en rendant chacune d'entre elles beaucoup plus difficiles à gérer. Par exemple, l'inégalité a entraîné une détérioration de la santé des personnes et des performances économiques des entreprises et des États. Et les synergies négatives ont amplifié chacun des risques et ont réduit le temps d'arriver à l'impact pour d'autres risques. Troisièmement, nous avons souffert d'une combinaison de préjugés optimistes et de déni. Ça n'arrive qu'aux autres, ça ne nous arrive pas à nous. On en voit les conséquences. Et puis surtout, nous avons adopté une approche beaucoup trop étroite pour gérer la pandémie. Nous avons considéré la cause de cette crise comme une maladie infectieuse. On l'a d'abord appelée une crise sanitaire. Toutes nos interventions se sont concentrées sur la réduction des lignes de transmission virale,
etc. La science, on a vu tous à la télévision, a guidé les gouvernements, qui a guidé les gouvernements, a été principalement menée par des modélisateurs d'épidémies et des spécialistes des maladies infectieuses, et on s'est surtout concentré là-dessus. En fait, la COVID-19 n'est pas une pandémie. C'est beaucoup plus une syndémie, un syndrome qui caractérise un mélange de problèmes de santé qui se renforcent mutuellement les uns les autres et qui portent atteinte à la santé globale de la personne. Et pour limiter les dommages causés par la COVID-19, il nous aurait fallu accorder une attention plus grande, d'une part aux maladies non transmissibles et d'autre part aux inégalités socio-économiques. Et là maintenant, on se penche beaucoup là-dessus parce qu'on voit que l'impact principal, particulièrement dans les milieux ou les régions ou les États les plus défavorisés, il est là, dans les conséquences socio-économiques. Alors, on a donc après reconnu les conséquences sociales et on a appelé la COVID-19 une crise humanitaire dans plusieurs pays. Il est vrai qu'il est important pour considérer la COVID-19, pour y répondre, de la considérer comme un syndrome et de souligner les origines sociales. La vulnérabilité des citoyens âgés, les communautés ethniques minoritaires, les migrants, les travailleurs qui généralement sont mal payés et bénéficient de moins de protection sociale, met en évidence quelque chose qui est pour l'instant même à peine reconnu, à savoir que quelle que soit l'efficacité d'un vaccin protecteur, la recherche d'une solution purement biomédicale à la COVID-19 va échouer. Ça met aussi en lumière, dans les pays déjà en crise, comme le Cameroun où je travaille, les lacunes et les inégalités dans la fourniture des services de base, l'accès à ces services, l'accès à l'information, en particulier pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, telles que les personnes déplacées, les réfugiés, les pauvres urbains, qui ne peuvent pas prendre des mesures d'hygiène adéquates ou pratiquer la distanciation physique, par exemple. Et la COVID-19 a eu des effets indirects sur la migration. Par exemple, au Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont touchées par un conflit armé, on a constaté l'accroissement de retour des populations qui avaient fui les combats, qui sont retournées chez eux dans leur localité d'origine à cause de la fermeture des écoles en raison de la COVID-19 dans leur région d'accueil. Bon, les retours sont sûrement temporaires, mais ils ont préféré quand même rentrer chez eux. Les populations ont quitté les grandes villes pour rentrer dans leurs villages dans l'extrême nord, région affectée par les attaques de Boko Haram, parce que leur situation précaire dans ces villes était devenue insoutenable. Les prix des produits de première nécessité ont largement augmenté pendant la période Covid et accentué les besoins des populations. Et les déplacements, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ont globalement augmenté dans toutes les zones de crise d'après leur dernier rapport. Donc, à moins que les gouvernements ne conçoivent des politiques et des programmes visant à inverser les profondes disparités, nos sociétés ne seront jamais vraiment en sécurité avec la COVID. Ensuite, on a reconnu les conséquences économiques. Donc, on a vu c'est un choc majeur pour l'économie et le marché du travail, avec un impact significatif dans tous les pays en termes de chômage, de sous-emploi et surtout de sous-emploi des travailleurs informels. Dans les régions rurales, les moyens d'existence, en particulier des travailleurs indépendants et des salariés, ont été menacés. Les chaînes d'approvisionnement et les marchés agroalimentaires ont été perturbés à cause de mesures de confinement et de restrictions de mouvement. Les familles ont eu accès à des stratégies de survie négatives, telles que la vente d'actifs en catastrophe, l'emprunt auprès de prêteurs non agréés, le travail des enfants, la prostitution. Et les groupes de travailleurs surreprésentés dans l'économie informelle, notamment les femmes, les jeunes, les enfants, les travailleurs migrants, ont connu une aggravation de leur précarité. Il est vrai aussi que c'était probablement les premiers à se remettre doucement par rapport à ceux qui étaient employés et qui ont perdu leur emploi.
ou alors qui sont dans des entreprises individuelles et qui ont eu des difficultés à se remettre. Donc les mesures de réponse ont besoin d'être élargies en termes de protection sociale aux travailleurs informels, notamment dans les transferts d'espèces ou en nature. Et on doit prendre des mesures particulières pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales, les familles susceptibles de recourir au travail des enfants comme stratégie d'adaptation. Surtout, il faut se souvenir que nos sociétés ont besoin d'espoir, et particulièrement celles qui ont été affectées du fait dans certaines zones, ils ont été négligés, il y a eu du sous-développement, certains pays étaient déjà dans des situations difficiles avant la pandémie. Ils ont besoin d'espoir. Et la crise économique globale que nous traversons ne sera pas résolue par un vaccin. Il est important, mais on a besoin de plans nationaux de relance, d'une part, dans chacun de ces pays, et d'autre part, de se rapprocher des populations les plus vulnérables. Merci. Boris. Voilà, je dois réactiver le son. Non, je le saurais. Merci beaucoup, Djal, pour ce tableau d'ensemble et à la fois avec des éléments d'analyse très percutants, illustrés notamment par quelques exemples au Cameroun, où vous êtes basé. On va peut-être essayer d'étendre justement ce spectre d'exemples avec Christian Blachard. Christian, vous avez, avec votre double casquette, à la fois Madeira et Asmae, sont deux ONG très implantées sur le terrain. Quelle remontée justement de terrain vous avez en quelque sorte? J'imagine que vous avez beaucoup d'expérience. Vous souhaitez nous faire part? Merci beaucoup et bonjour à tous les participants de cette conférence. Voilà, effectivement, ce dont je peux témoigner en tant qu'acteur de terrain, c'est que les crises sanitaires, et le Covid n'y échappe pas, aggravent souvent d'autres crises, qu'elles soient sociales, politiques ou économiques. Le Liban, où Asmae travaille actuellement, en est un exemple marquant. La crise sanitaire qui est due au Covid-19, qui frappe ce pays et qui les oblige à se confiner, reconfiner, déconfiner, comme nous en France, quelque part, s'est renforcée là-bas par une urgence due à l'explosion qui a soufflé le port de Beyrouth. Et elle-même s'inscrit dans un malaise beaucoup plus large que vit la société libanaise actuellement, et plus particulièrement la jeunesse libanaise, et qui la pousse depuis maintenant plus d'une année dans la rue régulièrement. Parler avec des jeunes Libanais, c'est évoquer tout de suite des perspectives d'émigration hors de leur pays qu'ils jugent sans avenir pour eux. Parler avec des réfugiés palestiniens ou syriens dans les nombreux camps de réfugiés qu'accueille le Liban, depuis Saïda jusqu'à Tripoli, en passant par Beyrouth, c'est évoquer un avenir difficile, sans réelle perspective économique ou politique claire. Autre crise, autre lieu dont je voulais témoigner, c'est celle que nous connaissons depuis plus de 30 ans à Madeira. Et c'est la spirale de violence et d'espoir déçus qu'affronte l'Afghanistan et qui a frappé et continue de frapper plusieurs générations d'Afghans. Ces crises à multiples facettes, renforcées par cette dernière crise sanitaire, ont conduit 2,7 millions d'Afghans à quitter leur pays. La majorité a fui vers le Pakistan voisin, mais il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, ils sont les deuxièmes demandeurs d'asile, derrière les Syriens. Et environ 60 000 requêtes ont été enregistrées en 2019 en France. En France, les Afghans sont actuellement les premiers demandeurs d'asile. L'enjeu pour 2021 est aussi pour une partie des pays en voie de développement de faire face à un ralentissement économique sans précédent, dont parlait Djal, alors même que la courbe démographique reste élevée et que ces deux tendances vont se traduire par une récession. L'enjeu, selon le PAM, qui s'exprimait hier à la conférence nationale humanitaire, c'est pour 2021 de voir des famines apparaître et réapparaître dans de nombreux pays à cause de cette crise sanitaire. L'enjeu de sortie de crise, qu'elle soit sanitaire ou multifactorielle, elle est
est là finalement toujours assez similaire. L'enjeu, c'est de conserver la capacité pour un pays de reprendre la voie d'un développement social, politique et économique qui puisse garantir à ses citoyens un avenir pour eux et leurs familles. Et cette capacité de rebond et de développement, elle n'est possible qu'avec une collaboration forte entre différents acteurs institutionnels, le gouvernement lui-même et la communauté internationale, mais surtout des acteurs de la société civile, nationaux et internationaux, qui jouent des rôles de courroie de transmission entre les institutions et les populations. Je peux aussi témoigner plus spécifiquement de quelques difficultés qu'ont créé cette crise sanitaire du point de vue d'une ONG internationale et de ses partenaires de terrain. Au-delà de l'aspect purement médical de la crise, il a fallu s'adapter d'une manière très rapide à travailler selon des nouvelles modalités distancielles, finalement assez comparables à celles que nous vivons en France actuellement et celles qui nous obligent à faire cette conférence virtuelle aujourd'hui. Mais il faut imaginer ça dans des contextes matériels autrement plus précaires. Conserver des liens avec des bénéficiaires, parfois en milieu rural très éloigné, qui ont des accès limités à l'électricité, à des moyens de communication modernes tels que peuvent être Skype, WhatsApp ou Zoom, ça continue tous les jours à être un grand défi pour nous. Et dès à présent, même si la crise sanitaire se poursuit, la question de survie économique de nombreuses populations est vraiment l'enjeu auquel nous devons répondre à moyen terme. Après les premières actions d'urgence que nous avons pu mener cette année, qu'elles soient de l'ordre de la distribution de nourriture, de masques, de médicaments. Et il ne faut surtout pas oublier que nous allons avoir à gérer les conséquences de l'isolement que peut créer une telle pandémie pour des populations isolées et qu'on a confinées ou reconfinées pour certaines. Sur ce dernier point, développer un appui psychosocial me semble nécessaire, voire indispensable, selon les fragilités des populations. Là, je pense particulièrement aux femmes et aux enfants, qui sont souvent les populations les plus vulnérables. L'isolement a parfois aggravé des situations déjà complexes et la question de protection a été cruciale pour de nombreux enfants, par exemple, que l'on a littéralement vu disparaître des radars de la prévention, car coupés de tout contact avec le monde extérieur. Voilà les quelques points que je voulais vous apporter. Merci. Merci beaucoup, Christian. Là aussi, un tour d'horizon dramatique, mais avec aussi des esquisses de solutions. Et c'est ce vers quoi on tend dans cette conférence. Donc le Cameroun avec Jahal, le Liban, l'Afghanistan avec Christian. Je vais passer la parole maintenant à Jason Gagnon de l'OCDE. Peut-être pour élargir encore un petit peu plus le spectre des pays, vu la tour de contrôle à laquelle vous êtes rattaché à l'OCDE et avec votre regard d'économiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelles sont les problématiques liées aux migrations et à l'action des diasporas et comment elles ont pu évoluer du fait de la crise de la Covid, mais peut-être d'autres crises aussi. Merci beaucoup, Boris. Comme vous l'avez dit, j'aimerais bien prendre la question d'un point de vue très large dans le sens régional et pays et parler un peu de comment nous voyons la pandémie de la COVID-19 pourrait avoir accéléré une inégalité imminente dans les migrations internationales. L'actuelle pandémie de Covid a bouleversé l'immigration internationale, ça, il n'y a aucun doute. Selon les Nations Unies, il y avait environ 272 millions de migrants internationaux dans le monde en 2019, ce qui reflète une augmentation constante au fil des ans, atteignant à peu près 3,5% de la population mondiale en 2019. Cependant, depuis le début de la crise, les migrations ont considérablement diminué. Par exemple, dans presque tous les pays de l'OCDE, l'admission est restreinte aux étrangers et l'admission dans les pays de l'OCDE
a diminué de 46% en conséquence. Dans les pays du Golfe et dans plusieurs nombreuses autres régions du monde, les tendances vont dans le même sens. La baisse générale des flux migratoires devra aussi se poursuivre, on peut s'attendre, en 2021. Et d'innombrables prises de position étaient faites sur l'ancrage des migrants au cœur des préoccupations du COVID et sur la nécessité de les intégrer aux solutions de redressement. Mais la pandémie a également révélé à quel point de nombreux pays dépendent fortement des migrants, comme rouage essentiel, par exemple, de leur moteur économique, de leur sécurité alimentaire, et pour combler des lacunes en matière de compétences, sans parler des biens culturels, immatériels, dont les sociétés bénéficient dans tous les secteurs de la société par le biais de la nourriture, des festivals, de l'art, ainsi de suite. Toutefois, il convient également de s'inquiéter de ce à quoi ressembleront les migrations internationales dans la période post-pandémique, et notamment en ce qui concerne, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'accroissement des inégalités. Premièrement, la migration internationale en tant que vecteur de développement continue d'être sous pression. Les migrants internationaux envoient, comme vous le savez, une importante somme d'argent dans les pays d'origine. En 2019, cela représentait un montant record de 548 milliards de dollars. Et la pandémie affecte directement ces flux. Les transferts vers les pays à faible et moyen revenu devant tomber à 508 millions de dollars en 2020, puis à nouveau en 2021 à 470 milliards de dollars. Les avantages des transferts de fonds en tant que contribution au développement ont été bien documentés, mais y compris leur rôle, par exemple, central dans la pandémie actuelle pour combler, par exemple, le manque de système de protection sociale dans de nombreux pays. Mais dans le contexte de la pandémie actuelle, les transferts de fonds étaient censés tomber d'une falaise pour plusieurs raisons. D'une part, les opérateurs eux-mêmes, les transferts de fonds ne fonctionnaient plus en raison des règles de confinement en vigueur dans plusieurs pays. Certains n'avaient plus de devises, d'autres ont même fermé. Les transferts physiques par car, par exemple, entre pays en développement et dans plusieurs régions africaines n'ont plus été possibles en raison des fermetures des frontières. Et en fait, l'une des seules voies qui restait était celle des transferts en ligne. Mais cela nécessitait une connexion en ligne et une connaissance de l'utilisation de ces services, tant du côté de l'emploi que celui de la réception. Et non seulement les effets directs de la pandémie ont touché l'immigration et les envois de fonds, mais les prix du pétrole ont aussi chuté dans les mois qui ont suivi la première vague de la pandémie. Et de nombreux pays dépendent actuellement fortement des envois de fonds des pays du Golfe, par exemple, qui produisent la majeure partie du pétrole mondial. Il faut savoir qu'avec 120 milliards de dollars en 2018, les 6 pays du Golfe sont à l'origine d'environ un quart des envois de fonds dans le monde. Il faut également tenir en compte leur rôle croissant. En 2006, cette part était de 13%. Comme plusieurs pays dépendent de ces envois de fonds, dont la part du PIB est élevée, une baisse, quelle que soit, peut signifier un retour à la pauvreté pour les familles bénéficiaires. Toutefois, l'histoire des migrations et l'histoire des transferts de fonds durant la pandémie n'ont pas été aussi claires qu'il y paraît. Si le total absolu des envois de fonds s'érode en effet lent, il a été plus lent que prévu, premièrement, et les envois de fonds ont même augmenté dans certains couloirs de pays bilatéraux. Par exemple, au Kenya, au Mexique, au Zimbabwe, les envois de fonds en septembre 2020 étaient plus élevés d'une année sur l'autre. Et cela s'explique de plusieurs façons, notamment par le fait que les travailleurs ont envoyé plus d'argent alors que leurs familles dans les pays d'origine connaissaient des difficultés économiques. De nombreux pays d'Afrique ne disposaient pas les infrastructures nécessaires pour faire face aux infections généralisées et l'acheminement de l'aide humanitaire a été très et continue à être très difficile dans le contexte actuel. Donc, les envois de fonds ont comblé ce vide. Il y a aussi eu plusieurs rapatriements de migrants et cela a contribué à une augmentation des envois de fonds. Les migrants étaient rentrés chez eux avec leurs économies. Il y a aussi les fluctuations monétaires, en particulier pour les monnaies liées au dollar américain, qui peuvent également et ont probablement stimulé les envois de fonds quand les migrants en profitaient et en profitent pour envoyer plus d'argent que pour moins cher. Toutefois, il existe une raison un peu plus subtile pour laquelle les transferts de fonds ont augmenté et c'est sur ça que j'aimerais
miser un peu plus, les transferts en ligne. La plupart des transferts de fonds, notamment entre les économies en développement où les systèmes financiers sont moins développés, se font par des canaux informels. Au milieu de la crise et confrontés à des conséquences désastreuses si l'argent n'était pas envoyé à leur famille, plusieurs expéditeurs ont commencé à envoyer de l'argent par des canaux formels en ligne, souvent pour la première fois. En fait, on a assisté à la création de nombres croissants et on est en train de continuer à voir ce nombre croissant d'entreprises de ce type dans toutes les régions du monde. Par exemple, en Afrique du Sud, la société de transfert Mukuru, qui existe depuis quelques années déjà, a vu l'utilisation de ces transferts, de ces services se développer depuis le début de la pandémie. Et l'augmentation des transferts de fonds ne correspond donc pas nécessairement à une croissance réelle des emplois de fonds, mais plutôt à un passage de flux informel au flux formel. Ce qui est quand même intéressant parce que cela permet des flux plus sûrs, plus sécuritaires, plus rapides et moins chers parfois. Par contre, les migrations internationales seront à jamais modifiées. Cela souligne le fait que les changements structurels de la mondialisation étaient déjà en cours avant la pandémie. Le monde devient numérique, ce qui affecte le développement à son cœur. Et c'est là que réside la préoccupation. Pour le développement des systèmes financiers et la croissance économique, cela pourra changer la donne. Mais pour les familles et les individus qui n'y ont pas accès, cela pourrait les éloigner encore plus pour des promesses d'une vie meilleure. On estime, par exemple, que la pénétration d'Internet en Afrique se situe entre 25 et 40 % de la population totale, ce qui signifie évidemment que moins de la moitié de la population bénéficie de ce changement. Les pays adoptent des technologies numériques et automatisées aussi, ce qui a un impact direct sur le type de migrants qui seront recherchés à l'avenir. Cela est particulièrement vrai pour les principales sources de transfert de fonds dans le monde, à savoir les pays du Golfe et l'Europe. La pandémie a accéléré une tendance que nous savions déjà qui était tous en cours. Le monde se numérise et cela va durer. La technologie change qui a accès, qui bénéficie et qui risque d'être laissé à la traîne dans le sillage de cette ère de mondialisation. Et cela inclut les migrations internationales. Un fossé de la migration internationale pourrait donc être imminent. Les transferts de fonds se font en ligne et plusieurs migrants et leurs ménages d'accueil ne profiteront pas de cette évolution bénéfique qui permettra de réduire des coûts, d'accroître la rapidité, de garantir la fiabilité et la sécurité des transferts conformément aux objectifs, par exemple, de l'agenda 2030. Finalement, la pandémie a également accéléré un changement plus profond dans la façon dont les pays considèrent leurs besoins de migrants. Les pays deviennent de plus en plus sélectifs et visent des compétences spécifiques. Les compétences que cela implique sont mal conçues et nécessitent une analyse et une planification tant pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Ce qui est clair, c'est que l'accès aux migrations internationales qui ont été un paratonnerre, si vous voulez, pour la réduction de la pauvreté, une meilleure intégration mondiale et du développement pourrait devenir moins largement accessible. Déjà, les personnes qui exercent des professions manuelles, pour la plupart à bas salaire, sont parmi les travailleurs les plus touchés. Les dernières projections estiment aussi que près de 800 millions d'emplois dans le monde risquent d'être automatisés. Le ménage migrant typique de la classe moyenne inférieure pourrait être écarté et au profit des échelons plus riches de la société. Ce que le faible accès aux migrations internationales et aux transferts de fonds signifie pour l'inégalité mondiale pourrait être désastreux. Et j'aimerais bien terminer la question sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason, pour cet exposé vraiment intéressant. Ce qui conclut, on n'a pas fait complètement le tour de la planète Covid, mais avec Jaal et Christian, tout d'abord, on a fait un grand tour d'horizon des enjeux posés par la Covid et surtout, ce qu'on appelle tous de nos voeux, la sortie de crise. Alors Jason, vous avez bien esquissé déjà la question du rôle essentiel des diasporas et c'est une bonne perche tendue pour passer à la deuxième grande question de notre conférence. Quelles sont les réponses apportées par les diasporas à ces situations
vous l'avez évoqué un petit peu, Jason, avec effectivement les transferts de fonds. Plus globalement, quelles sont les réponses apportées par les diasporas à ces situations de crise et les rôles qu'on attend d'elles en sortie de crise dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays d'installation. On peut imaginer en effet qu'il faut peut-être adapter les réponses, mieux prendre en compte la particularité des contextes géographiques, politiques, économiques, tout comme les stratégies locales de sortie de crise. Là, je vais me tourner virtuellement vers Christian Blanchard, car c'est très intéressant. Votre ONG s'est construite, je parle de Madeira, s'est construite en Afghanistan, là où se posait et se pose précisément la question de la reconstruction du pays. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans ce pays? Et je précise que Madeira avait déjà initié le développement d'activités en France en 2019, avant la Covid. Je pense que là, vous aurez aussi des choses à nous dire sur votre action en France dans ce contexte-là. Merci beaucoup, Maurice. Oui, je peux partager avec vous l'expérience de Madeira. Madeira, en quelques mots, c'est une ONG qui a travaillé aux côtés des populations afghanes pour mettre en œuvre des projets de développement rural durant 30 années. Nous avons développé des projets en matière d'agriculture, d'irrigation, d'élevage, de microcrédit, d'artisanat, de reforestation pendant 3 décennies et dans plusieurs régions d'Afghanistan, dans un contexte politique et de sécurité en évolution constante, mais qui depuis ces 10 dernières années au minimum est reparti vers une dégradation régulière et un désintérêt ou un découragement de plus en plus fort de la communauté internationale. Cette double tendance, insécurité grandissante et désintérêt international, a conduit de nombreuses ONG, dont Madeira, à progressivement réduire ses actions et sa présence sur place pour finalement aboutir à un retrait du pays pour nous en 2019, en raison d'un accès au terrain de plus en plus difficile et de plus en plus risqué pour nos équipes nationales et internationales, mais aussi par un déficit de financement accessible pour continuer notre action de terrain. Malgré tout, notre association Madeira a voulu continuer cet engagement pris par les fondateurs de Madeira dans les années 80 auprès des Afghans et des populations afghanes. Et nous avons initié depuis fin 2019 une réflexion qui a abouti à la création du projet Alijan, déployé maintenant en France et qui vise à appuyer l'insertion économique et sociale des migrants et plus particulièrement des Afghans et Afghanes qui sont en France et plus spécifiquement en milieu rural, en référence à nos compétences acquises en Afghanistan et au réseau qu'on a pu constituer autour de nous. Et là, il s'agit bien, au même titre que ce que nous avons fait en Afghanistan avec de nombreux acteurs, de travailler en concertation, en appui et en complémentarité avec d'autres structures déjà présentes et compétentes en France, comme nous l'avons fait en Afghanistan pendant des années. Notre volonté et nos premières actions le traduisent, je l'espère, est d'agir en concertation auprès de nombreux acteurs associatifs, professionnels du monde rural en France, spécialistes de l'insertion professionnelle, bénévoles et amoureux de l'Afghanistan pour faciliter des mises en réseau et la création d'accompagnements structurés et sur mesure pour des réfugiés. Et c'est à cela que pour l'instant nous nous employons à faire. Cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas en capacité à un moment donné de repartir en Afghanistan, mais on le fera effectivement si les conditions le permettent et que effectivement ce réseau autour de nous nous permet et nous incite à le faire avec un contexte sécuritaire surtout meilleur. Je voulais aussi élargir mon propos à la question de l'adaptation de la réponse au contexte qui était posée par Boris de manière un peu plus large. Elle me semble à rechercher dans la mise en œuvre d'une approche Nexus, c'est-à-dire articulant un continuum et un contiguum d'action entre l'urgence et le développement,
autrement dit articulant dans le temps des actions variant de l'urgence au développement et articulant également dans un même lieu des actions d'urgence et de développement. Cette approche me semble être la voie à prôner et à appuyer au vu de la complexité des crises que nous devons affronter et de leur caractère souvent linéaire. Ces dernières années, cette pratique a, me semble-t-il, largement diffusé au sein d'opérateurs de terrain que nous sommes, et les coopérations entre urgentistes et ONG de développement ont nettement progressé. Nous avons appris à nous parler et collaborer au sein de zones grises qui se multiplient dans le monde. L'Afghanistan en est un exemple, mais la zone sahélienne, qui compte des milliers de déplacés internes ou de réfugiés, constitue aussi un enjeu majeur pour les années à venir sur cette question. Mais cette approche, qui commence à être connue par les bailleurs, souffre malgré tout d'un manque de mécanismes de financement réels et efficaces, car la réponse des institutions financières reste encore trop souvent en silo. L'agence ECHO de l'Union européenne, par exemple, finance l'urgence et DEFCO, de l'autre côté, finance le développement. Au niveau français, on trouve la même séparation entre le centre de crise et de soutien et l'Agence française du développement de l'autre côté. Pour finir sur une note positive, malgré tout, sur cette question, je voudrais souligner que cette situation semble évoluer quand même peu à peu, comme le montrent les discussions qu'il y a eu hier à la conférence nationale humanitaire. Et c'est vrai qu'il y a eu cette question-là a été largement débattue et montre qu'il y a un intérêt commun à avancer et trouver réellement une solution pour articuler ces deux actions d'urgence et de développement. Merci beaucoup. Merci Christian. Alors là, j'ai envie de rebondir avec quelqu'un qui n'a pas parlé encore, Jacques Ould Aoudia, parce que ça s'inscrit directement dans ce qui vient d'être dit, notamment. On voit bien que la problématique de la sortie de crise, elle articule le global et le local, l'analyse macroéconomique et microéconomique. On pourrait peut-être dire que c'est un autre continuum qu'évoquait Christian. Je voulais avoir votre avis, Jacques, du point de vue de votre ONG, Migration et Développement, qui est une ONG franco-marocaine. Quelles sont les réponses apportées par les diasporas maghrébines ici, en France, et dans les pays d'origine, en l'occurrence le Maroc? Merci et bonjour à tous et à toutes pour cette discussion croisée sur un phénomène aussi nouveau et aussi stupéfiant qui nous met dans des situations de sidération que bon, c'est tout à fait banal, on a tous éprouvé ça et on l'a tous lu partout. Ce que moi, j'ai l'impression globale, avant de répondre à la question, à votre question, c'est que personne ne dispose aujourd'hui d'une vue d'ensemble sur le paysage. Le tableau est plein de trous parce que les choses sont trop nouvelles. Et progressivement, chacun amène une petite pièce du puzzle, y compris d'ailleurs ce soir entre nous. Chacun apporte un éclairage qui permet de progressivement composer un tableau qui, en plus, est un tableau qui évolue, un tableau qui se situe dans un univers d'incertitude qui est beaucoup plus grand qu'au printemps. Au printemps, on avait en gros un schéma entre guillemets de sortie de crise. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de schémas de sortie de crise. On ne sait pas très bien. On est un peu dans une patouille. Et ça, je pense qu'il faut l'intégrer. Et c'est des choses nouvelles. Et nos esprits résistent à ça. Donc, ça suppose beaucoup de vigilance, de rester éveillé sur le fait de capter des phénomènes qui apparaissent, dont certains sont tout à fait nouveaux, et comment ils s'assemblent, etc. Et c'est dur, effectivement, d'avoir une vision d'ensemble. Alors moi, je n'ai pas de vision d'ensemble. Évidemment, j'écoute, je lis, bien sûr, mais je peux aussi témoigner de l'action d'une ONG qui s'appelle Migration et Développement depuis 35 ans, et donc qui a fait du rôle de la diaspora sur sa région d'origine et son pays d'origine sa raison d'être. Alors, moi, je peux témoigner du fait qu'au printemps dernier, la diaspora marocaine, mais aussi algérienne et tunisienne, s'est mobilisée d'une façon extrêmement intense.
on a des migrants marocains qui, à 1 ou 2 générations près, viennent de zones rurales. Et donc, ils ont gardé un lien avec le village d'origine. Et à plusieurs centaines de cas, on a vu des collectes s'effectuer pour les villageois qui étaient restés dans le village. Villageois qui d'ailleurs, souvent accueillaient des déplacés de l'intérieur, c'est-à-dire quand le confinement a été instauré dans les grandes villes, beaucoup de migrants de l'intérieur sont remontés dans les villages. Alors d'abord, ils n'ont pas été très très bien accueillis par les villageois parce qu'ils pouvaient être porteurs de contagion. Deuxièmement, ils arrêtaient d'envoyer de l'argent. Et troisièmement, il fallait rajouter, je dirais, une place à la table où on mangeait dans le village. Bien évidemment, tout ça s'est fait. Et voilà, c'est peut être aussi un point à observer, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a eu une grande mobilisation de la diaspora en faveur de leur région, de leur village d'origine, mais aussi des migrants de l'intérieur, hein, ceux qui ne sont pas remontés dans les villages au moment des confinements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les régions d'origine. On a eu quelque chose, en tout cas au Maghreb, dans les 3 pays du Maghreb, quelque chose d'extrêmement nouveau, et peut-être porteur d'ouverture. On a eu une jeunesse qui s'est très largement mobilisée sur deux axes. Le premier, c'était pour répercuter les consignes sanitaires auprès des populations, pour les expliquer, souvent avec une crédibilité plus grande que ne peuvent l'avoir les autorités. Et deuxièmement, pour organiser des opérations de soutien aux plus démunis, des paniers qu'on allait porter aux familles pauvres, aux personnes en grande difficulté, etc. Et ça, la chose la plus extraordinaire, c'est que ça s'est fait souvent en coordination avec les autorités. Alors, de voir une relation positive entre, en gros, les jeunesses du Maghreb et les autorités, ça, c'est une chose tout à fait nouvelle. Parce qu'en général, ça se fait plutôt sous l'angle disons, de l'extrême méfiance au mieux ou de rapports parfois plutôt rudes, hein. Donc là, on a vu comment, concrètement, les jeunesses étaient extrêmement prêtes à se mobiliser en accord avec les autorités d'une façon très rapide, très efficace, beaucoup plus efficace souvent que l'administration, beaucoup plus souple, beaucoup plus créative, etc. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand la pandémie ou quand les restrictions sanitaires se sont levées, bon, les autorités, elles ont un peu oublié qu'elles avaient fait appel aux organisations de jeunesse ou aux jeunes, ou plus largement à la société civile. Bon, on pouvait s'attendre à ça, mais ce qu'on peut espérer aussi, c'est que les jeunes garderont mémoire de ça, et peut-être que dans les administrations aussi, que des individus garderont mémoire de ça, pour essayer pour rendre crédible le fait que d'autres relations ont pu être possibles à un moment donné. Alors, je ne peux pas mesurer l'ampleur de ce que je vous raconte, hein. Je peux simplement le mesurer à l'échelle de nos interventions, de notre région, plus largement peut-être dans d'autres régions du Maroc, et en tout cas avec certitude aussi en Tunisie et en Algérie, bien évidemment dans chacun de ces 3 pays avec des caractéristiques et des spécificités nationales, hein. Les rapports à l'administration ne sont quand même pas les mêmes en Algérie, au Maroc, etc. Mais quelque chose s'est passé du point de vue de la confiance entre la population en général et les autorités. Et globalement, cette période a renforcé, et ça continue d'ailleurs maintenant, a renforcé considérablement les liens entre la diaspora et les populations et les territoires d'origine. Enfin, ça les a renforcés sous l'angle de l'urgence, mais disons où on pourrait le formuler autrement. Ça a vérifié le fait que ces liens étaient forts et qui pouvaient se réveiller d'une façon très rapide, très organisée, très fluide, en solidarité avec ces pays. Je voudrais juste terminer sur un point pour rebondir sur ce qu'a dit Jason sur la question de la numérisation et des fractures qui pourraient s'augmenter. Alors, il y a cette dimension qui est tout à fait envisageable, mais il faut aussi savoir que les membres de la diaspora et leurs parents au pays d'origine, ils sont bien plus habiles avec les questions numériques que la moyenne des populations et au nord et au sud. Ils jonglent avec tous les dispositifs les plus modernes, etc. Parfois, ils se débrouillent pour communiquer sans
en utilisant des procédés que je ne peux même pas vous raconter parce que je ne les connais pas. Donc, il y a une grande inventivité, une créativité et réactivité d'une partie, enfin des jeunes en tout cas, des diasporas à jongler avec le numérique. Et je pense que ça, c'est aussi une façon positive de voir les choses. Encore une fois, je ne prétends pas décrire tout le tableau. J'apporte, comme chacun d'entre nous, une petite pièce du puzzle complexe que nous sommes en train d'explorer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage et cette analyse. Je voudrais qu'on termine ce tour de second round en revenant à Djal Rabchala de Meritens pour peut-être justement enchaîner sur ce qu'ont déjà soulevé Christian et Jacques. Quelles sont, Djal, selon vous, les échelles d'intervention pertinentes et quelles nouvelles approches on pourrait promouvoir pour sortir des réponses en silo, les fameuses réponses en silo qu'aiment les grandes organisations internationales que vous connaissez bien. Merci Boris. Je vous disais plutôt que la pandémie a été reconnue comme crise humanitaire, particulièrement dans les pays affectés par des conflits ou des catastrophes naturelles. Je suis personnellement contre l'utilisation de l'appellation crise humanitaire. Cela sous-entend que la réponse à la crise doit être apportée exclusivement par des acteurs humanitaires. Cela sous-entend aussi que les autres acteurs se dégagent de leurs responsabilités qui consistent à agir sur les causes intrinsèques de la crise. En l'appelant crise humanitaire, on a une vision tronquée de la crise qui produit une réponse tronquée aux besoins, aux vulnérabilités et aux risques encourus par les populations les plus vulnérables. La pandémie de la COVID-19 n'est pas une crise humanitaire, c'est une crise mondiale qui a été aggravée par des synergies négatives, on en a parlé tout à l'heure, qui ont eu des répercussions majeures et durables sur les secteurs social, économique, droits de l'homme, sécurité, politique et j'en passe. Si ces synergies négatives ne sont pas correctement traitées, le compromis entre sauver des vies, préserver les moyens de subsistance et renforcer le contrat social sera intenable. Aborder Covid-19 comme une syndémie ou un syndrome invite à une vision plus large que celle adoptée jusqu'à présent, une vision qui englobe entre autres l'éducation, l'emploi, le logement, l'alimentation, l'environnement, la sécurité, les déplacements de population. Afin de faire face à l'impact à long terme de la pandémie, il nous faut créer des synergies positives entre les cadres programmatiques des secteurs d'intervention. Par exemple, pour les Nations Unies, entre les mandats des différentes agences ou même pour certaines ONG avec un mandat spécifique. Par exemple, bien sûr, il faut veiller à ce que les systèmes de santé, les services de santé primaire et les mesures préventives soient renforcés. Mais encore, il faut aider les personnes à faire face à l'adversité. Comme disait Christian tout à l'heure, augmenter leur capacité de rebond par la protection sociale, l'accès aux services de base et l'amélioration des conditions de vie dans les foyers et les espaces publics. Il faut protéger et créer des emplois, soutenir les petites et moyennes entreprises, inclure les travailleurs du secteur informel dans les programmes de réponse économique et de relance. Au Cameroun, par exemple, l'informel représente 82% de l'économie. Jason parlait tout à l'heure des transferts de fonds. C'est un levier important, par exemple, au Cameroun, non seulement de la part de la diaspora, mais également à l'intérieur même du pays. Et notamment pour des populations qui se déplacent et qui ont besoin de pouvoir recevoir des fonds depuis leur lieu de déplacement. Donc, la rationalisation des transferts de fonds par une baisse des coûts de transaction, une sensibilisation et une formation aux outils en ligne, on en parlait tout à l'heure aussi, une régulation des normes au niveau national, ça c'est important, on ne peut pas tout faire. Il faut également que les gouvernements soient derrière, pourrait être aussi un angle intéressant. Il faut promouvoir la cohésion sociale et investir dans des systèmes de résilience et de réponse co-dirigés par les communautés.
Il faut renforcer les réponses multilatérales, internationales et régionales, particulièrement en ce qui concerne les migrations et les déplacements forcés. Pour ce faire, il nous faut arrêter de travailler en silo. Les humanitaires, les acteurs de développement, les acteurs de consolidation de la paix. Christian parlait du Nexus tout à l'heure. Effectivement, il faut renforcer les synergies positives entre l'action humanitaire, le soutien au développement et la consolidation de la paix. C'est ce qu'on appelle le Nexus. C'est une approche qui se répand dans les pays en crise, en particulier sur le continent africain, mais pas seulement. Le Nexus doit être mis en œuvre spécifiquement dans les régions touchées par une crise où l'inégalité est un facteur déterminant et où les populations touchées par les déplacements forcés supportent le coût le plus lourd. Au Cameroun, nous identifions des zones de convergence. Ce sont des municipalités qui ont été sélectionnées par des critères spécifiques et dans lesquels les acteurs humanitaires de développement et de consolidation de la paix convergent et créent des synergies entre leurs interventions. En tant qu'humanitaire, je respecte toujours mes principes humanitaires, j'ai mon cadre stratégique, mais je crée des synergies avec les acteurs de développement qui eux-mêmes respectent leurs principes de développement. Et on s'assure en faisant ça que les résultats sont plus grands que la somme des projets, au bénéfice des populations les plus vulnérables. Je voudrais finir par une phrase, je vous la lis d'abord. La négligence passée face au plus simple avertissement nous a fait entrer dans une période de danger. L'ère de la procrastination, des demi-mesures, des expédients apaisants et déroutants, des retards touche à sa fin. À sa place, nous entrons dans une période de conséquences. Nous ne pouvons pas éviter cette période, nous y sommes maintenant. C'est une phrase de Winston Churchill en novembre 1936. Elle est absolument valide aujourd'hui. Alors j'en appelle aux diasporas. J'invite les diasporas à s'engager dans le soutien de ces zones de convergence où les acteurs humanitaires de développement et de consolidation de la paix, que ce soit des acteurs nationaux ou internationaux, y compris la société civile, les populations elles-mêmes, travaillent ensemble, créent des synergies et où l'action des diasporas sera moins diluée et aura plus d'impact sur les populations les plus vulnérables. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette approche, sur les pays où l'approche a été adoptée ou sur les zones de convergence. Merci, Boris. Merci, Djal. Alors, je rebondis aussi sur votre dernière intervention. Il y a un chat qui est ouvert, hein, donc s'il y a des gens qui veulent vous poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. Il y a beaucoup de participants, donc voilà, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On reprendra des questions pour celles auxquelles les participants, les intervenants n'ont pas déjà directement répondu. On va passer à au dernier round, la dernière grande question. Djal, là, vous terminez en disant que vous en appeliez aux diasporas. Et je crois que c'est le signe clair que les diasporas sont connus pour être des acteurs du développement des pays d'origine. Mais comment faire en sorte qu'elles soient pleinement reconnues, cette fois-ci, pleinement reconnues comme des acteurs incontournables de ces phases de sortie de crise sanitaire, humanitaire ou de reconstruction qui se posent. Parce qu'on en a parlé, au-delà des transferts de fonds, il n'y a pas que cela. Les diasporas ont sans aucun doute des rôles à jouer pour participer aux stratégies, pour les appuyer et appuyer aussi les efforts locaux de sortie de crise à côté des différents autres protagonistes que sont les États, les collectivités, les ONG, les organisations internationales comme les Nations Unies. Donc,
pour cette dernière grande question, je vais me tourner vers Jacques Ould-Aoudia et lui demander quelles approches d'action, selon lui, quelles approches d'action de la diaspora il faut développer pour renforcer le rôle et la reconnaissance de la diaspora dans les périodes de sortie de crise. Oui, merci Boris. Alors, concernant la situation dans les pays d'accueil, c'est comme ça qu'on les appelle, pays d'accueil, les pays du Nord, principalement, parce que bien évidemment la migration concerne tous les pays du monde, y compris au Sud, bien sûr, mais pour ce qui concerne les pays d'accueil, on se trouve quand même dans une situation où il y a franchement une partie de l'opinion publique qui vit ou qui transforme une partie des agressions qu'elle subit, des agressions sociales et identitaires, qui transforme ça en crispation anti-immigrée. Il ne faut pas se cacher, cette situation existe et on doit la regarder en face. Et d'une certaine façon, ce qu'on peut constater, c'est que ces crispations sont amplifiées par les politiciens, et je ne parle pas seulement de l'extrême droite, mais également par les médias, etc., tandis que les actions de solidarité qu'on peut constater, je pense en France et en Europe en général, sont souvent minorées dans le discours et dans la narration totale. Or, il se trouve que les migrants, pendant le confinement, ont joué un rôle majeur en tant que travailleurs essentiels. Ils ont été surreprésentés parmi les travailleurs essentiels. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser pour pouvoir inverser ce narratif qui est très souvent pénalisant par rapport à l'idée même de la migration et bien évidemment des migrants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question, comment dirais-je, la diaspora et l'humanitaire, enfin, en tout cas, et la solidarité, on va dire. On connaît depuis très très longtemps le rôle contracyclique, hein, comme on l'appelle sérieusement, des diasporas par rapport à des crises locales qui peuvent se passer dans les régions d'origine. Ça peut être une sécheresse, ça peut être les ravages provoqués par des criquets, etc., ou d'autres, ou des maladies, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est documenté et qui fonctionne bien. Ce qui s'est passé en 2020, c'est un phénomène nouveau, c'est qu'on a eu une crise, je dirais, à dimension humanitaire au nord et au sud, c'est-à-dire dans les pays d'accueil et d'origine. Et ça colore la question du rôle des diasporas d'une façon tout à fait nouvelle qui est, à mon avis, inédite. Je n'ai pas de réponse, je pense simplement qu'on doit réfléchir, enfin ajouter cette dimension à la réflexion humanitaire. Moi, en tant que militant associatif, j'interviens dans une association qui fait du développement. On intervient dans l'humanitaire quand localement il y a des inondations, il y a ou des sécheresses, etc. Mais c'est une chose qu'on fait en plus de notre action de développement par notre lien avec le territoire. Ce n'est pas ce qui est au cœur de notre activité, c'est quasiment jamais ce qu'on programme dans les projets qu'on soumet aux bailleurs. Mais évidemment, on agit dans ce cas-là où on soutient des petites associations locales qui agissent sur cette dimension humanitaire. Mais là, on a changé complètement d'échelle et je pense qu'il faut le prendre en compte. Le troisième point que je voudrais dire, ça renvoie à ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est le possible changement de relation entre les sociétés civiles et les autorités, là où les jeunes et la société civile en général se sont investis disons, dans une démarche commune, plus ou moins à côté des autorités. Qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que là, les diasporas peuvent aussi soutenir l'idée, y compris auprès des autorités locales et des autorités nationales, que à la fois la diaspora et la société civile dans les pays d'origine sont aussi une force sur laquelle on peut compter pour envisager une sortie de crise. Le dernier point que j'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, mais ça c'est sous forme tout à fait interrogative, ça a rapport au déplacement interne qu'on a vu dans tous les pays du monde
parfois d'ailleurs d'une façon dramatique, je pense à l'Inde par exemple, hein, de déplacement, du retour au village de travailleurs pauvres urbains qui ont été d'un seul coup interdits de territoire et renvoyés sur les routes. On a eu des témoignages tout à fait dramatiques de ce qui s'est passé en Inde, mais ça s'est passé à peu près dans tous les pays. Voilà. Donc, moi, je me dis, est-ce que ça serait... Je pense que c'est un point d'observation qu'il faut qu'on garde, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, et il ne se passera pas la même chose partout. Mais est-ce qu'une partie de ces personnes qui sont revenues ne serait pas tentée de rester dans les villages? Nous, on a pu constater ça à quelques unités près. On est absolument incapable d'en mesurer l'ampleur globale, mais je pense que c'est un phénomène intéressant. Je termine avec nous, notre vision en tant qu'ONG travaillant dans les régions qui ont émis énormément de migrants vers interne et ensuite vers l'Europe et même les États-Unis et le Golfe, notre vision, c'est de défendre l'idée que la mobilité doit être un acte non contraint. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir rester, on doit pouvoir partir et on doit pouvoir revenir. Et donc, du coup, cette vision, cette position dicte largement nos actions. C'est comment créer les conditions pour que cette liberté soit effective. Qu'est-ce qui fait partir les gens éventuellement? Qu'est-ce qui fait partir des zones rurales surtout? Des personnes qui voudraient rester, mais qui ne peuvent pas ou qui ne restent pas pour des raisons précises. Est-ce que c'est l'école? C'est le fait qu'il n'y a pas de route? C'est qu'il n'y a pas d'accès aux soins? Et maintenant, on peut rajouter, et ça renvoie à ce qu'a dit Jason tout à l'heure, il faut aussi un lien avec un lien numérique. Hein. On doit avoir du réseau parce que c'est devenu quasiment, pour l'école par exemple, quand l'école est fermée, comment on fait dans le rural. Voilà. Donc, je pense que cette crise, ce qu'on a vu jusqu'à présent de cette crise, c'est que les diasporas, elles étaient vraiment aux côtés des populations. Alors, on n'est pas dans un pays en crise. Je croise les doigts des mains, les doigts des pieds, tous les doigts que je peux, pour qu'on n'a pas de crise violente. Hein. Et j'espère que ça va continuer au Maroc. Mais utilisons tout ce qu'on peut savoir et diffusons aussi les aventures positives qui se sont présentées pour montrer que la solidarité, ça existe entre les personnes qui sont au pays et les personnes qui sont parties dans les diasporas, et aussi entre les diasporas et les populations d'accueil. Je pourrais aussi vous raconter plein d'histoires très très belles qui se sont passées où les diasporas ont joué un rôle très important à la fois par rapport à leur population. Je pense par exemple aux étudiants isolés qui ont été très souvent pris en charge en France par les diasporas, par les organisations diasporas, mais également des solidarités de quartier où les communautés ne se sont pas constituées sur une base ethnique, mais sur une base territoriale, et ont agi avec l'hôpital du coin, avec des agriculteurs dans des circuits courts, etc. Plein de belles histoires qui se sont passées et qui passent souvent, et je termine encore une fois sur la question du narratif, sous le narratif dominant qui reste quand même assez sombre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Peut-être que justement vous pourrez développer un petit peu ces exemples positifs de mobilisation, parce que sur le chat, je vois que les participants sont avides de positivisme. Donc peut-être qu'on pourra développer un petit peu plus juste après. On va terminer avec Jason Gagnon. Sur cette dernière question, qui sera la toute dernière question de cette conférence, mais qui est dans le prolongement de ce que disait Jacques. Et la question que j'aurais pour Jason, c'est comment les États intègrent les diasporas comme... est-ce qu'elles les intègrent comme acteurs incontournables de ces sorties de crise? On a un petit peu l'impression que les diasporas s'auto-organisent courageusement, efficacement, mais quel regard et quelle action les États ont auprès de ces diasporas pour les intégrer dans ces processus? Merci beaucoup, Boris. Je vais commencer encore dans le sens très large pour parler un peu plus généralement des implications pour la politique dans ces sorties et
et pour rapprocher un peu ce que j'avais dit tout à l'heure et en fait rapprocher ce qui a déjà été dit par les autres intervenants pour revenir un peu plus précisément à la question de comment les pays, dans leur stratégie de développement, par exemple, intègrent cette question de diaspora dans les actions qu'elle peut mener sur le champ de développement. Donc, en plein milieu de cette pandémie, les migrants ont clairement montré leur rôle de travailleurs essentiels. La pandémie a également montré que les principes d'inégalité sont tous aussi importants que ceux de la pauvreté absolue. Par exemple, ne laisser personne derrière, comme le demande l'agenda 2030, est vraiment la seule façon de sortir de cette crise. Et si l'accent est mis à juste titre sur, par exemple, les coûts des transferts de fonds, pour revenir un peu au diaspora, et notamment sur le soutien apporté dans des appels, par exemple l'appel que vous connaissez peut-être sur les transferts de fonds en temps de crise, comment les maintenir par le Royaume-Uni et la Suisse et leurs partenaires internationaux. La politique devra également se concentrer sur la planification à long terme, en fournissant aux personnes les compétences et l'accès aux services de transfert de fonds. L'amélioration de l'accès à l'Internet, par exemple, ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, et des compétences devrait être une priorité dans les pays destinataires des transferts de fonds. Et nous devons accélérer le développement de l'éducation numérique parallèlement à un changement radical dans la disponibilité des nouvelles technologies. Encore une fois, pour maximiser l'impact que ça peut amener. Dans l'ère post-pandémique, donc après, qui sera caractérisé par un changement structurel. Il faudra également adapter les systèmes de recrutement et d'éducation à la demande future des compétences générales et spécialisées, ce qui profitera tant aux pays d'origine qu'aux pays d'accueil. Une telle orientation publique souligne la nécessité d'une planification à moyen et à long terme et aussi aux besoins de stratégies nationales de migration ainsi que les stratégies sectorielles qui ne sont pas assez intégrées dans ces stratégies au sens large, pour alimenter aussi ces stratégies-là globales de développement national qui tiennent compte de l'interconnexion croissante du monde et plus particulièrement de la migration internationale. Plus que jamais, la gouvernance des migrations internationales devra être synonyme de solidarité et de cohérence politique. L'appel est lancé aux acteurs internationaux pour qu'ils coopèrent au-delà des moyens traditionnels en travaillant avec davantage d'acteurs tels que le secteur privé et en s'attaquant à des questions pertinentes pour des corridors spécifiques comme cela se fait de plus en plus dans le processus de migration régionale du dialogue d'Abu Dhabi. Donc, je vois 4 grands points autour de ça pour la réponse des gouvernements. Le premier, ça revient un peu à ce que Jacques sur quoi il vient de terminer, c'est-à-dire le discours ou le narratif qui domine dans les migrations. Et sur ça, pour ajouter un peu à ce que Jacques disait, le narratif des migrations est très contextuel et diffère selon les points de vue, malgré des problèmes similaires. Il faut se poser la question dans tout ça, quel est le discours public sur les migrations et le développement, le lien entre les deux. C'est ici que certaines dichotomies créées sur la migration et le développement ne sont pas toujours les plus utiles. Et pour revenir un peu à ce que les autres collègues ont aussi soulevé, je peux citer ici la différence et les silos qui ont été créés entre les migrants et les réfugiés dans les deux pactes, le pacte mondial des migrations et le pacte mondial des réfugiés. Ou la migration de travail par rapport à la migration irrégulière, comme s'il s'agissait d'un type de migrant ou de migration différente. Le statut officiel contre le motif de départ ou la situation actuelle. Par exemple, être un réfugié ou être un migrant irrégulier, souvent, on se retrouve dans exactement la même situation, mais on est dichotomisé par rapport à ce statut. Beaucoup d'accent sur la migration, mais qu'en est-il de ce narratif avec le lien avec le développement? Nous savons peu de choses systématiques à ce sujet et je crois que c'est un endroit où il faudrait mettre plus d'accent, plus de focus sur la recherche. Pour, par exemple, se concentrer davantage sur la nature de ce narratif au sein de différents groupes, les donateurs, par exemple, les groupes de la diaspora, les pays en développement,
Et finalement, et cela me ramène à mon deuxième point, par exemple, la migration qui n'est pas considérée comme une priorité ou l'immigration qui n'est pas considérée comme une priorité dans plusieurs pays qui se voient l'immigration accélérer de plus en plus parce qu'ils ne se voient pas comme un pays d'immigration, malgré l'évolution très importante sur cet agenda de l'intégration d'immigration dans les questions de développement. Au Centre de développement de l'OCDE, nous sommes en train de travailler sur cette question, sur le travail sur les stratégies de développement, compte tenu de cette matrice opportunités, défis que pose la migration pour la planification du développement. Nous sommes en train de regarder à plusieurs stratégies de développement d'une centaine de pays pour en apprendre sur quel est ce narratif ou ce récit ou ce discours sur l'immigration et le développement par rapport aux pays eux-mêmes au niveau plus élevé, bien évidemment. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'alors que la majorité des pays font référence à l'immigration rurale urbaine ou à la migration de travail, à la migration de travail, la diaspora et les transferts de fonds dans ces stratégies de développement, les questions d'asile, des réfugiés et de migration de retour sont d'une importance clairement secondaire, souvent traitée de manière très superficielle, donc pas du tout intégrée. Une attention holistique et globale à l'immigration dans les stratégies de développement représente aussi un gros défi majeur si l'on considère que moins de 10% des pays que nous avons analysés font référence à ces mots-clés. Et finalement, lorsque l'on examine ce discours de migration dans les stratégies de développement, certains aspects tels que l'engagement de la diaspora et les transferts de fonds sont associés à des impacts positifs pour le développement des pays d'origine, tandis que d'autres aspects tels que la migration irrégulière et l'intégration socio-économique des réfugiés sont plutôt controversés le discours n'est pas aussi positif, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mesures de contrôle. Donc, je pense qu'il faut mettre plus de travail, plus de focus sur comment les États même voient cette question. Un deuxième point, c'est sur le fait que la majorité des personnes déplacées dans le monde sont accueillies par des pays en développement et cela a été mis en évidence durant la pandémie. Les voies alternatives vers des solutions durables pour les personnes déplacées en force, en particulier dans les pays en développement, se tarissent et il devient urgent de soutenir l'intégration locale et le développement à long terme. Pour revenir un peu à cette idée du nexus qui a déjà été évoquée tout à l'heure, cela ne se fait pas assez et nous avons en fait nous avons mis à disposition au public un rapport démontrant ce que les pays font ou ne font pas assez sur cette question, sur la base d'un questionnaire. Et ça met en lumière des leçons tirées jusqu'à présent et propose des recommandations sur l'élargissement de l'apport ou l'approche actuelle de la lutte contre les déplacements forcés dans les économies en développement. Et dernier point, sur la cohérence des politiques, nous pensons qu'à la sortie de cette pandémie, la cohérence des politiques doit être au centre des préoccupations politiques. Alors que les pays d'origine et de transit et de destination des migrants se débattent sur la manière de répondre à la crise, nous avons encore une fois mis à la disposition du public un rapport aujourd'hui intitulé « Mesurer la cohérence des politiques en matière de migration et de développement » qui fournit des orientations sur la conception d'interventions politiques permettant de mieux avancer sur la base d'un outil qu'on peut se servir et appliquer à d'autres contextes ou à d'autres pays et à des niveaux de gouvernement différents. Dans ce contexte, dans le contexte de la pandémie, la cohérence des politiques pour la migration et le développement est importante pour 4 raisons principales. La cohérence des politiques augmente la probabilité d'atteindre les engagements en matière de développement tout en minimisant les situations dans lesquelles certains objectifs politiques deviennent impossibles à atteindre. Deuxièmement, les politiques fonctionnent à contre-courant, peuvent entraîner des coûts financiers plus élevés et un gaspillage de ressources. Troisièmement, l'incohérence peut entraîner des retombées négatives et une perte de crédibilité.
Et finalement, une approche cohérente peut contribuer à équilibrer les compromis politiques et à favoriser la collaboration et la confiance entre les parties prenantes et donc à exploiter ces synergies. Donc finalement, s'appuyant sur les normes internationales, les engagements politiques, les objectifs de développement, les ODD et les bonnes pratiques, nous avons développé une série d'indicateurs dans 2 tableaux de bord distincts qui comprend la question des diasporas, respectivement du point de vue des pays d'origine et de destination, et classés selon 5 dimensions politiques, à savoir la promotion de la cohérence institutionnelle, la réduction des coûts financiers de la migration, la protection des droits et des migrants et de leurs familles, la promotion de la réintégration des migrants et finalement le renforcement de l'impact sur le développement de l'engagement des diasporas. Et en appliquant ces indicateurs aux 15 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine, on montre comment les tableaux de bord sont des outils utiles pour mesurer les politiques migratoires et de gouvernance bien gérées pour suivre les engagements fondamentaux du Pacte mondial des migrations et pour favoriser une approche pan-gouvernementale de la migration et du développement. Et sur ça, j'aimerais bien terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. J'ai bien senti que vous commenciez à courir pour bien terminer et dire tout ce que vous aviez à dire. Et je vous remercie tous, les 4 intervenants qui nous ont permis de bien comprendre les enjeux de la sortie de crise. On regrettera que Pascal Janot-Tucéo n'ait pas pu se joindre à nous pour des raisons techniques manifestement. Il nous reste, alors, on doit quitter l'antenne, comme on dit à la télé, quelques minutes avant 18h pour la suite du programme. Donc c'est compliqué de reprendre toutes les questions posées par les participants sur le chat. J'ai envie d'en garder une parce que d'une certaine manière, elle reflète un petit peu beaucoup d'attentes et que peut-être chacun des intervenants pourrait y répondre en 1 minute maximum. J'ai un participant qui nous dit « Le monde de demain ne sera pas comme avant », nous disent les gouvernants. En quoi ces contextes de sortie de crise peuvent aussi avoir des retombées positives, peuvent entraîner des changements porteurs d'espoir, notamment sur toutes ces questions de diaspora. Donc, c'est ce qu'on avait essayé de faire, d'être un petit peu positif. Peut-être qu'on ne l'a pas encore été assez. Allez, 1 minute maximum par participant pour donner une note d'espoir. On peut commencer par Christian, par exemple. Merci. Moi, cette question, ça me renvoie très clairement à ce que nous avons vécu et ce que l'Afghanistan a vécu à un moment donné, en fait, où il y a eu une fenêtre de ce type-là en Afghanistan quand les talibans sont partis du pouvoir et qu'effectivement, il y a eu un souffle dans ce pays qui était très, très important. Et là, on a vu justement que les diasporas ont joué un rôle fondamental à ce moment-là. Il y a eu évidemment un afflux d'argent, mais au-delà de ça, il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont revenus, des Afghans, qui sont revenus dans le pays. Alors, pas forcément pour se réinstaller de manière complète dans le pays, mais qui ont fait des allers et retours et qui ont apporté en fait une expertise acquis ici et là. Et je pense que dans ce moment particulier, ça a vraiment donné une dimension particulière au redémarrage économique et puis à une ouverture intellectuelle qui était beaucoup plus importante pour ce pays et qui a apporté une dynamique pendant quelques années. Après, l'histoire est ce qu'elle est et les questions politiques en Afghanistan et sécuritaires ont repris le dessus. Mais n'empêche que pendant ces quelques années, il y a eu vraiment un élan qui était très très fort, très très dynamique et les diasporas afghanes ont vraiment porté ça et apporté quelque chose de très novateur dans tout ça. Voilà. J'ai essayé d'être très court. Merci.
beaucoup, Christian. Jacques, allez, un petit message optimiste. Oui, on est dans une situation qui nous sollicite, qui nous fait réfléchir, et en même temps, la vie se continue, les personnes s'adaptent, les personnes cherchent des solutions là-bas, mais ici aussi, dans les quartiers populaires, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont pu être faites. C'est vrai que souvent, on en parle moins. On met moins l'accent sur ces choses tout à fait magnifiques qui se sont passées. Donc moi, peut-être que c'est aussi de renforcer cette partie du narratif qui est trop souvent à la fois soit trop abstraite, trop macro, qui fait qu'on ne se sent pas impliqué, soit qui insiste sur les difficultés, les échecs, etc. Mais toutes ces petites actions de solidarité, d'ouverture, de pont entre les communautés, de solidarité entre les diasporas, en France, pour ce que je connais, et avec leur région d'origine, et toutes ces choses nouvelles qui se sont passées, je crois que c'est aussi ça dont il faut parler. Et voilà, je pense que le Forum, il est aussi là pour ça. Il le fait, je pense, bien. Je renvoie à un petit recueil qui s'appelle Crocovie, qui raconte comment, dans une quinzaine de pays d'origine des associations qui composent le Forum, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, et je crois que c'est aussi un facteur d'espoir. Je renvoie à ce document. Merci. Merci Jacques. Jal, allez, 30 secondes. 30 secondes. Je crois que ce que je voudrais faire d'abord, c'est louer les différents acteurs dans les pays d'origine qui ont commencé à travailler ensemble, que ce soit les acteurs internationaux, les acteurs nationaux ou encore les populations qui commencent à travailler de plus en plus ensemble et qui voient que la sortie de crise ne se fera que si on le fait ensemble. J'aimerais les applaudir, mais je n'ai qu'une main ici. D'autre part, je vois que les efforts qui sont faits, par exemple, par les diasporas, et cet événement le montre, amène les différentes parties de plus en plus proches pour essayer de travailler ensemble. J'aimerais les applaudir, mais de ce côté-là aussi, je n'ai qu'une main. Alors je dirais, si on veut applaudir, travailler ensemble. Merci Jal. Et Jason, le mot de la fin, 20 secondes. 20 secondes, d'accord. Ça devient de plus en plus court. Ce que je vois comme un positif pour en sortir, c'est rebondir un peu sur ce que Jaël vient de dire. Je pense que la pandémie a dévoilé la complexité de l'immigration, et je pense qu'il y a une mobilisation qui se fait maintenant entre plusieurs acteurs à plusieurs niveaux qui ne se faisait pas avant. Et juste pour revenir un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a des compétences qu'on retrouve dans les pays via la diaspora qui sont maintenant reconnues. Il y a une reconnaissance des compétences, et c'est un peu ma préoccupation que j'amenais tout à l'heure, c'était par rapport au fait que ces compétences-là ne seront peut-être pas nécessairement faciles à reconnaître sur papier. Ce sont des compétences qui sont moins tangibles qu'on l'a déjà connu dans le passé. Et cela pourra peut-être éventuellement mener à une inégalité et un retour à l'arrière. Mais bon, c'est un point positif quand même que ces compétences-là sont de plus en plus reconnues et utilisées. Merci Jason. Alors, merci à tous d'avoir couru avec moi. Et pour ne pas frustrer tous les participants, soyez rassurés, vous pouvez continuer le débat sur une plateforme de débat participatif qui a été ouverte par le Forum sur Carto Débat. Voilà, et je voudrais finir en remerciant Lamine et Sofiane qui étaient en backup pour gérer ça et m'envoyer des petits messages en me disant qu'il restait à peu près une minute. C'est le cas. Voilà, donc mille merci à tous des différents endroits où vous étiez pour avoir